Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Alors on se retrouve pour la correction du devoir numéro 2. Donc le devoir numéro 2 c'était de la physique. Et la vidéo j'espère qu'elle va vous permettre de comprendre plus facilement puisque en plus vous allez voir qu'on va commencer un nouveau chapitre. Mais il y avait les deux premiers exercices qui étaient des exercices on va dire plus classiques et qu'on avait déjà fait en classe. Donc le premier exercice c'était un exercice donc de conversion. Alors ici on étudie la masse. Donc la masse, on sait que l'unité qui est associée, c'est soit les kilogrammes, les hectogrammes, décagrammes, etc. Aussi, ça peut être la tonne et le quintal. Donc ici, on vous demandait de transformer 0,5 g en milligrammes. Donc comment on fait? On regarde, donc on a 0,5 g, la virgule elle est là. Donc on va placer dans le tableau le 0, parce qu'on a 0,5 g. On met la virgule comme ceci, et nous on veut des milligrammes. Donc on rajoute des zéros jusqu'à la colonne des milligrammes. Et comme on veut des milligrammes, on va tracer un trait, et en fait on va lire tout ce qu'on a devant. Donc du coup on a 500. On fait plus attention à ce zéro. Donc pour la question numéro 1, on a que 0,5 g, c'est égal à 500 milligrammes. Voilà, donc la deuxième conversion. On nous demande de convertir 240 décagrammes en kilogrammes. Donc, je cherche la colonne des décagrammes et j'en ai 240. Donc, je remplis le tableau de façon à en avoir 240. Comme ceci. Et là, je veux le résultat en kilogrammes. Donc, je trace le trait là. Et donc, j'ai 2,40 kg. Donc, petit 2, on n'a que 240 décagrammes. C'est égal à 2,40 kg. Alors, une remarque, 2,4 ou 2,40, c'est la même chose, d'accord? On sait que le 0 à droite n'a pas de signification après la virgule. La question numéro 3, on avait 26 kg à transformer en tonnes. Donc 26 kg, je cherche la colonne du kilogramme, je mets mon 26. Je mets mon 26. Voilà, et je veux des tonnes. Donc je mets des zéros jusqu'à la tonne et je trace le trait qui va délimiter ce que je veux. Donc je veux des tonnes, donc j'ai 0,026. Donc à la question numéro 3, on a que 26 kg est égal à 0,026 tonnes. Voilà. Donc après, on va passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'était un calcul de vitesse. Donc je pense que vous vous rappelez, on avait vu cette formule déjà plusieurs fois. Vous l'avez aussi eu en évaluation. En rappel, la vitesse de la formule, elle va relier la distance au temps. Donc le temps, on dit aussi parfois la durée. Et on sait que la vitesse, elle s'exprime soit en kilomètres par heure, ou on avait aussi vu en mètres par seconde. Donc vous avez deux possibilités. En fonction de ce que vous avez dans l'énoncé, vous allez voir en quoi vous allez exprimer la vitesse. Donc ici, on nous dit que sur l'autoroute entre Mantes et Le Havre, Madame Rocher parcourt 145 km en 1h30. Donc ici, on va connaître 145, c'est une distance. Ce sera le D. Le temps, 1h30. Et du coup, on se dit qu'on va sûrement devoir exprimer la distance en kilomètres par heure. Mais alors, attention, 1h30, c'est 1 heure et 30 minutes. Nous, on veut le résultat qui soit en heure. Donc la première étape, ça va être de transformer en heure les 30 minutes. Donc vous pouvez le faire directement, ou sinon je vous ai mis le tableau de proportionnalité. On sait que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Nous, on veut savoir combien d'heures représente 30 minutes. Donc on va faire le produit en croix. Et on va donc faire 30 fois 1 divisé par 60. Parce que vous vous rappelez, il faut que ici, ce soit la fin de mon produit en croix, c'est ce que je veux. Donc pour la question numéro 1, on va faire 1 fois 30 divisé par 60. Égal, là vous prenez la calculatrice. Sur la calculatrice, j'ai pas besoin de mettre de parenthèses puisque la multiplication et la division sont autant prioritaires l'une que l'autre. Et je trouve 0,5. Donc 0,5, ça c'est le temps
de 30 minutes en heure. Donc, on n'a que 30 minutes. 30 minutes est égal à 0,5 heures. La question numéro 2 me demande de transformer 1h30 en heure. Donc, 1h30, c'est 1h30 minutes. Donc ça, c'est égal à 1 heure. Le 1, c'est pareil. Plus les 30 minutes, on sait que c'est 0,5 heures. Et donc là, je suis contente parce que j'ai tout qui est en heures. Donc là, j'effectue le calcul et on obtient 1,5 heures. Voilà, et la question numéro 3, on nous demande enfin de calculer la vitesse moyenne. Donc, vous avez la formule qui était rappelée au début de l'énoncé. Donc, on sait que V est égal à D sur T. Donc là, vous remplacez ce que vous connaissez. Donc, nous, on cherche V. On connaît D, la distance qui était de 145 et le temps qui était de 1,5. Vous prenez votre calculatrice et vous effectuez 145 divisé par 1,5 et on trouve 96,666. Vous voyez, ce nombre, il ne se finit pas. Donc, on va donner un arrondi. On va donner un arrondi au dixième. D'accord? Là, ce n'était pas précisé. Donc, si je donne un arrondi au sixième, comme j'ai un 6 et après j'ai un 6, ça veut dire que j'aurai 96,7. J'arrondis au-dessus. Pourquoi? Parce que le nombre que j'ai après en 6, c'est un 6 et que c'est supérieur à 5. Donc, V, donc c'est environ égal, ça c'est le signe environ égal à 96,7. Et surtout, vous précisez toujours l'unité. On encadre le résultat. Et comme d'habitude, pour conclure, on fait la phrase de conclusion. Donc ici, on nous demandait le temps, la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne de Madame Rocher est de 96,7 km par heure. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à l'exercice d'après. L'exercice d'après, on va commencer donc un nouveau chapitre qui est sur les forces. Donc, je vous ai mis un rappel de cours de classe de 3e. Donc, effectivement, on aurait dû faire un TP, on aurait dû manipuler, on aurait dû faire des manipulations. Bon, comme les conditions sont particulières, c'est pour ça qu'on aurait dû voir tout se résumer en manipulant, mais j'espère que ça va être assez clair. Donc déjà, il faut savoir qu'une force, ça va faire partie de la partie mécanique en physique. Vous savez que la partie de physique, elle était coupée en plusieurs catégories. Pourquoi on parle de mécanique? Parce qu'en fait, une force, c'est aussi ce qu'on appelle une action mécanique. Et du coup, il faut savoir que donc une force, c'est l'action d'un objet sur un autre objet. Donc si par exemple, là, j'ai ma main, je vais pousser sur mon écran, l'objet de mon pouce va exercer une force sur l'écran de l'ordinateur. Il faut savoir que l'objet qui va exercer la force, il va être appelé l'acteur, et celui qui va recevoir la force, il va être appelé le receveur. Et donc, on sait qu'une force, ça va provoquer une modification du mouvement ou une déformation. Donc, on avait vu les différentes trajectoires possibles de mouvement, donc vous vous rappelez, rectiligne, circulaire ou quelconque. Et du coup, une force, ça va modifier la trajectoire d'un mouvement. Donc, il faut savoir que en fait, la force, elle peut être mesurée à l'aide d'un instrument physique. Cet instrument physique, c'est un dynanomètre. Donc, un dynamomètre, c'est comme je vous ai mis ici dans l'activité. Ça ressemble à comme ceci. Donc, du coup, je vous montrerai, j'espère, quand on reprendra les cours. C'est quelque chose qui est assez grand. On a une petite flèche rouge qui nous indique la valeur. Et il faut savoir que une force, elle est exprimée en newton. On dira grand N. Et justement, le newton fait référence au physicien Newton que vous avez déjà dû entendre parler. Donc après, à savoir, c'est que
une force, on va la représenter à l'aide d'un segment fléché et qu'elle sera caractérisée par 4 choses. Donc le point d'application, une direction, un sens et une valeur. Donc ça, pour que ce soit plus concret, je vais vous montrer ici avec l'exemple que j'avais pris. Donc j'avais pris la force qui était exercée par le joueur sur le ballon de foot. Donc vous voyez ici, on a le joueur qui tape dans le ballon. Donc on a bien une force, d'accord? En effet, la trajectoire du ballon, elle va être modifiée. Et donc du coup, si on veut décrire notre force, donc déjà, l'acteur ici, c'est le footballeur, c'est celui qui exerce la force. Le receveur, c'est le ballon, celui qui reçoit la force. Et donc les caractéristiques, donc le point d'application, c'est là où la force s'exerce. Vous voyez, c'est ici. C'est le point de contact entre les deux. La direction, ce sera soit horizontale, soit verticale, soit oblique. Donc on voit bien qu'il va faire une force qui va être horizontale. Le sens, c'est vers la droite. Donc là, vous faites vraiment... ce sera soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc là, on voit bien qu'il exerce une force vers la droite. Et enfin, la valeur, ici, elle était donnée dans l'énoncé. On nous disait qu'elle était de 4 newtons. Et donc, vous représentez votre flèche. Donc, vous faites une flèche. Et vous la faites horizontale. Pourquoi? Parce que la direction est horizontale. Vous mettez votre petite flèche vers la droite, puisque le mouvement, il est vers la droite. Et vous nommez votre segment avec F et une grande flèche. Donc ça s'appelle un vecteur. La petite flèche va justement indiquer que c'est une force. Et donc, quand vous verrez ça, ça voudra dire que c'est une force. Alors, juste une remarque, c'est que quand vous allez parler de la force, il y aura toujours la flèche. Mais quand vous allez parler de la valeur de la force, il n'y aura plus de flèche. Donc, c'est ce que je vous ai mis en remarque. Et donc, maintenant, on va pouvoir commencer l'exercice. Alors, dans l'exercice qui était proposé, on étudie la force de levage d'un poids. Donc le poids, c'était le rectangle bleu, dans 2 situations différentes. Donc dans le premier cas, on nous disait qu'on avait une force de levage simple. Donc vous voyez, vous avez quelqu'un ici qui va soulever le poids. Et dans l'exemple numéro 2, on étudiait la force de levage avec donc un poulie, une poulie. Donc c'est une petite roue, comme ceci en fait. C'est juste qu'il va tirer et qu'il y aura cette poulie qui va intervenir. Donc, ici, je vous ai mixé le dynamomètre qui vous indique la valeur de la force. D'accord? Donc, là, c'est la situation réelle. Là, c'est schématisé. Là, on schématise l'expérience. Et là, on verra la modélisation. Donc, je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est la modélisation. Donc, numéro 1, lire à l'aide du dynamomètre la valeur de F1. Donc, pour F1, ben, je suis dans la case, la première c'est F1, d'accord, la deuxième c'est F2. Donc, je regarde ici mon dynamomètre. Ici, j'ai 0, ici, j'ai 0,5. Ici, là, je comprends que j'ai 1. Donc, du coup, ben, on va lire, en fait, chaque graduation représentera 0,1 newton. Donc, si j'ai 0,5 ici, 0,6, 0,7, 0,8. Donc, je trouve que F1 est égal à 0,8 newton. On l'écrit comme ceci, là, il n'y a pas de flèche. Le numéro 2. La question numéro 2, on nous dit lire à l'aide du dynamomètre la valeur de F2. Donc, pareil. Alors, ici, il faut vraiment à chaque fois que vous regardiez les graduations, là, j'ai 0. Là, j'ai 0,5. Là, j'ai 1. Donc, encore une graduation, ce sera 0,1. Donc, 0,5, 0,6, 0,7. Je trouve aussi 0,8. Donc, on met que F2 est égal à 0,8 newton. La question numéro 3, on vous demande de comparer les deux forces. Donc, on voit qu'on a la même valeur. On va donc dire que les deux forces sont égales. Les deux forces sont égales. Alors, la question numéro 3, complétez la phrase ci-dessous. La valeur d'une force est mesurée à l'aide d'un... Donc ça, on a dit c'était un dynanomètre. Dynanomètre. Donc il y a un Y ici. La question numéro 5, on vous dit, alors, une poulie change, il faudra cocher la bonne réponse, donc la direction, le sens, la valeur. Donc là, je vous ai indiqué qu'il y avait plusieurs bonnes réponses, je vous ai dit cocher les bonnes réponses. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre schéma.
Donc vraiment en physique, on a souvent des schémas, ce qui permet de bien comprendre ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, il va tirer, donc il y aura une force qui va tirer vers le haut, tandis que ici, il va tirer vers lui. Donc on voit bien que la direction là, elle est verticale, tandis que là, elle est oblique. Donc déjà, on voit que la direction a changé. Est-ce que après, après, on nous demande le sens. Donc, est-ce que le sens a changé? Là, il tire vers les hauts, tandis que là, il tire vers le bas. Donc, on a aussi un sens qui a changé. Et concernant la valeur, vous êtes d'accord qu'on avait trouvé 0,8 et 0,8. Donc, la poulie n'a pas changé la valeur. Elle a changé la direction et le sens. Donc, petit 5, on met la direction et le sens. Voilà. Donc, dans la question numéro 6, on vous demande de compléter le tableau. Donc, vous avez vu, vous avez F1 qui était le levage simple et F2 le levage avec la poulie. Donc déjà, on vous demande la direction. Donc, vous êtes d'accord que comme il tire vers le haut, je vais essayer de vous le schématiser, vous voyez, ce sera horizontal. Pardon, ce sera vertical. Ce sera vertical. Le sens, on a vu qu'il tirait vers le haut. Vers le haut. Et la valeur, on avait dit que F1 était égal à 0,8 Newton. D'accord? Concernant F2, on avait vu qu'il exerçait une force qui est oblique, que lui, il tire vers le bas, et que la force F2, elle est égale, elle aussi, à 0,8 Newton. Vous pensez bien à mettre l'unité. Donc là, on a fini notre tableau. On nous demande de compléter la colonne modélisation du premier tableau représentant la force exercée sur le solide. Ça, c'est vraiment la partie que je voulais faire avec vous et qu'on refera en classe virtuelle, parce que je sais que certains n'ont pas compris la question qui était demandée, et c'est normal puisqu'en fait, on ne l'a jamais fait. Donc déjà, on vous demandait donc, en fait, de remplir cette case-là. Donc la case-là, ça va être la modélisation, ça va être de représenter le segment fléché. Donc en fait, on va partir, comme on avait vu avec le ballon de foot, du point d'application, d'accord, qui est ici. Et vous schématisez votre force. Vous voyez, là, c'est F1. Elle n'est pas très bien faite. Elle doit bien être verticale. Hein. Ok, ça c'est F1. Et là, parce qu'on a bien une direction qui est verticale et qui est vers le haut. Et la force F2, on a dit qu'on prend le point d'application qui est A2, d'accord? J'ai oublié de vous préciser que A1 et A2, c'était les points d'application. Donc, je prends le point A2, je fais la force, donc elle est oblique et vers le bas. Donc, je fais quelque chose de oblique et vers le bas, et je l'appelle F2. Donc, vous voyez, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait sur le schéma du ballon et du joueur de tennis, du joueur de foot, le footballeur. Et on vous dit que pour la longueur du segment fléché, on va utiliser une échelle. Donc on vous dit que l'échelle qu'on prend, c'est que vous vous rappelez, on avait fait les échelles au début de l'année, que 1 cm sur le plan va représenter un 0,4 Newton. Donc nous, on a 0,8. Donc en faisant le produit en croix, on va trouver ici qu'on a 2 cm. Donc nous, ce que ça veut dire qu'en fait, si on veut faire à l'échelle nos forces, eh bien, c'est que on va faire, il faut que ça mesure 2 cm. Donc vous prenez votre règle graduée et vous mesurez 2 cm. Moi, j'ai fait un petit peu plus pour que vous voyez bien, mais du coup, ça doit faire 2 cm, d'accord? Donc là, si je modifie, il faudra que je la raccourcisse un peu. Et donc, en fait, si on complète la légende, c'est que 1 cm représente à 0,4 Newton. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ça, c'est marqué 0,4 Newton. Voilà. Et là, en fait, quand vous avez la modélisation, ça veut dire représentation. On a représenté votre force à l'aide d'un segment fléché. On a la longueur qui a été définie. On a le sens, la direction. Et du coup, on a fini. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve mercredi pour une classe virtuelle. Mercredi à 11h.
Voilà, bonne journée à tous et faites attention à vous.